Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tout le temps, tous les jours et dans tous les domaines. J'ai encore la joie d'être avec Lifa. Salut Lifa. Bonjour Emmanuel, merci de m'accueillir encore dans ce merveilleux podcast. Mais ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet. En fait, pendant toute la semaine, on va parler d'un sujet super important. C'est ce que les gens devraient savoir s'ils aspirent au changement. Yes. Que ça fait, je crois que c'est la plupart des gens rêvent, tu sais, de changer de vie, de repartir à zéro. Ok, d'accord. Ouais. Mais comment on passe du rêve à la réalité? C'est ça. Et aujourd'hui, on va parler précisément de Partir comment au faire. soleil. Si vous aspirez à changer d'air pour aller vivre au soleil, comment faire? Exactement. Quels sont un peu les steps, etc. Et puis après, quand on regarde bien ce besoin de se recréer et des fois de changer d'air, il est biblique parce que la Bible va nous parler de cette course qui se fait sans regarder ce qui est en arrière et en regardant ce qui est devant. Et donc, beaucoup de gens vont aspirer justement à d'autres choses que ce qu'ils ont déjà vécu. Et c'est un peu ce que nous avons vécu, nous, à un moment donné dans notre vie. On était nouvellement mariés et on venait d'avoir notre premier bébé, Noémie, notre grande fille aujourd'hui qui a bientôt 17 ans. Et là, en fait, on commence à penser à aller vivre dans un pays qui est totalement différent puisqu'on habitait en Belgique à ce moment-là. On habitait à Charleroi, sois honnête. Parce que c'est plus que la Belgique, ça, c'est Charleroi. Pour ceux qui connaissent, voilà, c'est un peu... Charleroi, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui le pays noir. On ne dira pas pourquoi. Il y a une petite histoire, mais bref. Et donc, c'est changer complètement de climat, finalement, d'un pays noir à un pays ensoleillé. On partait pour vivre en Martinique. Et qu'est-ce qui peut finalement nous précipiter un départ? C'est ça, en fait, le point qui est très important, en fait. Vous savez, Jérémie 29:11 va nous dire qu'il a des projets, Dieu a des projets pour nous, des projets de paix, non de malheur. Et en fait, Jérémie 29:12 va nous dire, vous m'invoquerez et vous partirez. Et donc, ça a vraiment été ça un peu pour nous. C'est qu'à un moment donné, dans notre cheminement, on a prié. Et pourtant, on avait quand même on va dire des attaches en Belgique. C'est un pays où notre famille vit. C'est un endroit où on a étudié. Moi, j'étais joueur de football là-bas. Et puis, toi, tu venais de terminer tes études de kiné. Mais là, en fait, on prie. Et puis, on reçoit qu'on doit partir. Exactement. C'est ça le point de départ un peu de notre envie de changer d'air et de se recréer. Et ça, c'est important de dire aux gens, je crois, c'est ce que tu as dit, c'est vous m'invoquerez et vous partirez. C'est qu'on ne part pas comme ça sur un coup de tête. Non. C'est pas juste, tout le monde aspire au soleil. C'est normal, tout le monde, surtout quand dans les moments de grisaille, dans les moments d'hiver, je pense que toutes les personnes en Europe ou en Occident, quand ils vivent ces moments-là, on se dit, je vais tout plaquer, je vais aller vivre au soleil. Mais c'est pas tout le monde qui le fait et c'est pas tout le monde qui devrait le faire. Je crois réellement, parce que c'est déjà, sinon je pense que l'Afrique ou les pays chauds seraient vraiment surpeuplés si tout le monde se disait on y va tous au soleil. Mais je crois réellement que, comme tu dis, il faut être à l'écoute de la voix de Dieu. Et puis, donc, la Bible regorge d'histoires de personnes qui partent. Des personnes qui sont la voix de Dieu, mais partent. Mais comment on fait pour déjà, premièrement, entendre la voix de Dieu et puis ensuite y aller? Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. C'est qu'en fait, comme tu dis, on l'a invoqué, on priait. En fait, moi, j'étais en train de terminer mon master. J'étais en dernière année. On venait d'avoir Noémie, parce qu'on a eu Noémie, notre fille, en dernière année. Quand j'étais en dernière année. Toi, c'était ta première année où tu exerçais en tant que juriste. C'est ça. Mais Dieu nous parle à ce moment-là. En fait, moi, d'abord, je fais un rêve, en fait. Je fais un rêve où je sens En fait, c'était un rêve bizarre où je voyais comme un peu... on prend l'enfant et on part. Mais je savais pas où. Mais je voyais vraiment comme... C'était une recommandation de Dieu, un peu comme quand Marie et Joseph ont reçu une recommandation dans la Bible de prendre l'enfant Jésus et de partir vivre en Égypte. C'est exactement ça. C'est s'exiler. Et c'est exactement ce que je reçois. C'est qu'on doit partir. Et je sais à ce moment-là qu'on n'a pas partir pour toujours, mais que c'est vraiment un temps où Dieu nous veut ailleurs, à part. Et donc là, c'est la première chose, c'est on a entendu la voix de Dieu. Et après, on s'est dit, mais où?
Ouais. où on part, tu vois. Après, on a prié, on a reçu pas mal de révélations, de confirmations. C'est ça. On a été à l'écoute aussi des hommes de Dieu que Oui. le Seigneur avait placés autour de nous, notamment tes parents, maman Ouais. Ginette, pasteur Eric, qui ont été vraiment d'une Bon grande conseil, aide, ouais. de bons conseils Mm. pour nous. Et puis alors, on a entamé toute la phase là de préparation. La phase de préparation, elle est hyper importante parce que c'est le mot-clé, je pense, durant cette phase, c'est la planification. Planifier un départ, C'est vrai, c'est tout un projet. c'est vrai. Et la Bible nous parle justement de celui-là qui veut bâtir une maison, qui, avant de bâtir, de commencer au fait les travaux, va devoir calculer les dépenses, voir s'il y ça. aura assez de matériaux, de peur que si il n'achève pas, en fait, il serait sujet de raillerie. Mhm. Et je pense un peu que c'est un peu avec cet état d'esprit-là qu'on va aborder la phase de préparation. C'est c'est juste faire la planification nécessaire, en fait, à mener à bien ce projet. Bien entendu, là, il y a toujours encore les conseillers. Et puis alors, nous, dans notre phase de planification, il y avait notre fille aussi à mettre dans on va dire, dans le projet, et puis dans les plans, l'école, comment ça se passe la scolarité là-bas, la garderie, c'est plutôt la garderie, comment ça se passe là-bas, parce que c'est sûr que quand on arrive, on déménage, il faut que les deux soient au travail, donc c'était ça un peu notre priorité, c'est d'être au travail tous les deux et de savoir un peu comment ça allait se passer au niveau de la garderie, et puis après la recherche de travail, parce que c'est ce qu'on a fait pour planifier. Il y a une chose, au fait, qu'on ne voulait surtout pas, c'est d'arriver sans travail pour les deux. Et donc, on a commencé à rechercher du travail, même à distance. Et puis, toi, tu as eu un super bon contact à distance. Ça, c'est important quand on planifie de partir. En fait, c'est Dieu nous parle. Nous, on nous a dit de partir. Très rapidement, on a compris que c'était partir à la Martinique. Et puis, en fait, finalement, quand tu pars comme ça, tu dois savoir quand même si ton diplôme est valorisé ou pas, si tu peux exercer ou pas ton métier. Mais nous, très rapidement, moi, la particularité de mes études, c'est que dans mon cursus, dans ma fac, en fait, c'était 90% de Français. Donc moi, j'ai étudié en Belgique, mais il y avait donc 10% de Belges, 90% de Français, qui donc, eux, allaient partir un peu partout après, retourner chez eux, une fois qu'ils étaient diplômés. Moi, j'étais en dernière année. Donc, j'étais entourée de ces personnes qui disaient, mais moi, je vais partir dans tel endroit, tel endroit. Et donc, je savais d'ores et déjà que la France, en tout cas, c'était un endroit où on pouvait exercer tout de suite. Ça, c'était facile. Donc, la Martinique fait partie de la France. Donc, pour nous, c'était assez simple de dire, OK, ça, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, trouver un emploi à distance, ça veut dire les entretiens d'embauche à distance, etc. Mais en fait, franchement, ça fait partie aussi de la grâce que Dieu nous avait donnée d'avoir un métier que j'avais qui permet de s'expatrier hyper facilement. Il n'y a pas vraiment d'entretien d'embauche en vrai. En fait, c'était plus, en tout cas pour ma part, des cabinets qui essayaient de vendre. Nous, on a ça. Nous, on est sur la plage. Mais nous, on a une secrétaire. Et donc, c'est vraiment la grâce. Et je remercie Dieu pour ça parce que vraiment, il m'a permis d'étudier dans un domaine où j'avais vraiment le choix. C'était à moi de choisir. Puis finalement, l'un de l'autre, on a essayé de choisir le mieux situé, le cabinet le mieux situé. On a essayé de choisir on voulait en fait au début habiter dans une zone touristique parce que on voulait pas tout d'un coup être déraciné. On voulait être avec pas mal d'expats. En fait, c'est ce qu'on voulait. Donc on est parti vivre dans une partie de l'île qui était quand même assez multiculturelle, touristique. Il y avait beaucoup de vie. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce qu'on disait donc voilà, c'est ça, c'est la planification, c'est donc ça. Et aussi un truc qu'on a fait, nous on était très jeunes, on avait 20, quel âge on avait 23, 24, on était très jeunes, mais je pense qu'avec Dieu, en fait, c'est pas tellement ton aptitude, c'est plus tu lui fais confiance et donc il te donne l'intelligence pour planifier aussi, je crois. Parce qu'il nous a donné plein de stratégies. Donc le contrat, je l'ai signé de Belgique, j'ai envoyé un mail. Elle m'avait jamais rencontré, la kiné, et je commençais directement en arrivant. L'appartement, la maison. En fait, on a trouvé un appartement sur la plage. Pareil, on a signé les pieds dans l'eau. C'était trop bien. On a signé à distance. On a signé le bail à distance. Et c'était notre propriétaire qui venait nous chercher à l'aéroport. C'est ça. Qui nous a amené directement à l'appart, meublé. Donc là, en fait, il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser parce que tu vas pas arriver avec un bébé et être à l'hôtel pendant 4 mois. Enfin, financièrement aussi, on peut pas. Donc c'est toute une organisation de se dire, ok, faut trouver un meublé. Ça, c'est ce qu'on vous conseille. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Un meublé, comme ça, t'arrives, t'as rien à faire et c'était vraiment bien parce qu'il y avait tout équipé, les serviettes, les couverts. En fait, t'as rien à acheter si ce n'est remplir le frigo. C'est ce qu'on a eu. Je sais pas s'il y avait donc. Non, mais c'est ça, c'est vraiment. Il y a plein de choses à planifier, mais le point essentiel, en tout cas, pour être
pour pas se retrouver démunis en fait. Donc à l'arrivée, c'était vraiment ça, la question du travail, la question du logement, la question de la voiture. Oui, et ça, la voiture. Ce sont vraiment La des voiture, points, vraiment, c'était une erreur, tu vois. Ça, ça c'est vraiment pour dire, on avait quand même que 23 ans, donc on n'avait pas la science infuse. Et ça, on vous conseille de pas faire ce qu'on a fait. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au départ, on a loué. C'est ça. On a loué chez mais des grosses compagnies, là. On parle de grosses compagnies qui arrivent aussi ici. Mais ça, c'est des trucs que tu loues 3-4 jours. C'est pas un truc que tu dois louer sur du long terme. Ouais, c'est ça. Nous, on était partis sur 1 mois. Ouais. Après, finalement, c'est après seulement 1 mois qu'on a pu enfin acheter notre voiture. Mais donc, ça, c'est vraiment des choses hyper décisives parce que ça va influencer, ça va impacter au fait vos finances. C'est ça, le budget, c'est clair. Les finances, c'est un gros point quand même lorsqu'on veut tout quitter et recommencer dans un autre pays. Et puis après, il y a l'arrivée. Le départ, bien entendu. Les au revoir. Oh, quelle horreur. Parler à sa famille, parler à son église. Je m'en souviens encore, les au revoir dans notre église. Dans notre groupe de jeunes, là. C'est ça, on a eu l'occasion de prêcher au fait, à l'église ou dans le groupe de jeunes. Et ça a été l'occasion aussi de dire au revoir. Et puis d'expliquer un peu. C'est ça. Parce que pour notre famille, c'était genre, on prenait leur bébé Noémie, on prenait le premier bébé de la famille, là, tu sais, il y avait personne qui avait eu un enfant, on était les premiers à avoir eu un enfant, et on leur prenait leur bébé pour l'emmener au bout du monde. Donc c'était pas facile, mais bon. Ça a été, on a pleuré, mais on savait qu'on allait au soleil aussi, donc on avait quand même la perspective de la nouveauté. Et puis l'arrivée. Et puis quand on arrive comme ça dans un nouveau pays qui dit également une nouvelle culture, un nouvel environnement, bien on partait donc en Martinique, à l'île de la Martinique, c'est la culture antillaise mélangée avec la culture un peu française également. Ouais. C'est un beau mélange, mais c'est vrai, c'est se faire aussi à cette culture-là. C'est un différent style de vie, différentes valeurs. Rythme de vie. Un rythme de vie qui est complètement différent. Et j'avoue qu'on a eu à s'acclimater. Et en parlant de climat, on a eu aussi à s'acclimater au climat. C'est vrai, franchement, c'est vrai. Climat tropical, l'humidité. Et une des premières choses d'ailleurs qu'on a connues là-bas, dans un climat tropical, c'est aussi un ouragan. Ça, c'était le premier week-end de notre arrivée. Un ouragan qui passe par là. On n'avait jamais... Eux, en fait, les Martiniquais, c'est un climat comme ça, donc ils en avaient déjà connu des ouragans. Donc on voyait que tout le monde avait l'air hyper au courant de ce qu'il fallait acheter, ce qu'il fallait pas acheter. Et nous, on était en mode, on sait pas, on sait rien du tout. Alors j'essayais de grappiller des infos auprès de mes patients. Toi, t'essayais aussi de grappiller des infos. Puis on disait, attention, il faut acheter du papier collant. Beaucoup de papier collant, beaucoup d'eau. On se disait, mais pourquoi du papier collant? Quel concept? Et puis après, tous les produits de première nécessité qu'on a pu connaître, par exemple, pendant le Covid, les pâtes, le riz, les conserves, parce qu'il n'y a pas boîtes de conserve. Plein de choses comme ça. Même l'essence, on disait faites plein d'essence avant. L'essence, les bidons d'essence. Mais ok. Parce qu'il n'y a plus d'essence après. Le scotch, en fait, pour ceux qui se posent la question, pour s'est posé la question, c'est pour mettre sur les baies vitrées, en fait. Pour solidifier les fenêtres. On met ça en X pour que quand l'eau vient sur la baie vitrée, ça se brise. Le vent, l'eau, en tout cas les forces naturelles là, vont pas briser les vitres aussi facilement. C'est ça. Donc oui, c'est sûr qu'il y a une acclimatation. En fait, on pourrait dire, mais c'est le soleil, comment tu dois t'acclimater? Mais si, en fait, parce que nous, on a notre corps aussi, on était habitué à vivre en Europe. Belgique, et donc forcément, c'est totalement différent. En tout cas, moi, et ça, je crois que ça dépend aussi des personnes. Mais moi, par exemple, toi, c'est encore, t'es un sportif. Mais moi qui suis pas sportive et qui viens d'avoir un bébé, justement, moi, en peut-être 1 mois et demi, j'ai perdu genre 10 kilos. Mais c'est beaucoup en 1 mois et demi. Donc même ton corps, et c'est pas que je faisais des régimes, c'est que moi, personnellement, j'avais peut-être accumulé de l'eau en Europe. Et donc je fondais, je transpirais. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un bon problème. Mais en tout cas, moi, pour ma part, c'est ça. Et c'est pas tout le monde qui vit ça comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Puis aussi, comme tu dis, c'est pas à l'île à s'adapter à nous, c'est à nous à nous adapter. Totalement. C'est pas, et ça, c'est vraiment l'erreur des expats. C'est l'erreur des Occidentaux. C'est l'erreur. On veut retrouver totalement la vie qu'on avait abandonnée. Oui, et puis tu veux aussi, tu vois que les gens s'adaptent à toi. À ton caractère, excuse-moi, mais ils vivaient là avant toi. Et eux, ils vivent comme ça, et c'est pas à eux. Et au début, c'est un peu, tu peux dire, ça m'énerve, parce que le rythme est très différent. Les gens, par exemple, en Martinique, en tout cas, je sais pas si tu te rappelles, donc tu es en train de conduire normal, tu vas au travail, et puis là, tout d'un coup, devant toi, quelqu'un s'arrête. Pas parce qu'il y a un feu, pas parce que... Non, parce qu'il va s'arrêter pour parler au gars. Il tape une discussion avec un gars là-bas. Et toi, au début, t'es là,
en tant qu'expat, tu te dis, mais attends, moi, j'ai pas le temps. Mais en fait, c'est pas à eux à s'adapter à nous, c'est à nous à nous adapter à l'île qu'on a trouvée. Quelques temps après, d'ailleurs, je me suis rendu compte que finalement, tout le monde faisait ça. Et finalement, et nous, on a commencé à le faire aussi, ce qui est normal. Ouais, c'est ça. On s'adapte à l'endroit où on est. Ouais. Et puis, pareil, notre fille commençait à parler créole, c'était trop drôle. Avec l'accent. C'est comme ça, parce que c'est à nous à nous adapter. Et c'est vrai que nous, c'est aussi une erreur que je conseille de ne pas faire, c'est avoir une image de ce que tu vas trouver. Nous, en tant qu'Africains, on a cru trouver l'Afrique. Parce que c'est ce on s'est dit, ils sont métis, noirs comme nous, donc forcément, on va trouver la mentalité africaine. Non, c'est la mentalité une culture antillaise. C'est totalement différent. Et tu vas être hyper déçu si tu t'attends à trouver l'Afrique. C'est pas l'Afrique, c'est complètement différent. C'est toute une culture qui vient de tellement de choses différentes. D'un mélange. L'esclavage, on sent encore qu'il y a quand même, comment dire, que c'est pas très imprégné ancien. Encore, voilà. Ça. Donc tu le sens et c'est à toi à t'adapter. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Et puis ouais, voilà, c'est ça. Et puis quand on est maintenant sur place, donc on reconstruit sa vie, on reconstruit son cercle d'amis. C'est ça. Pour nous, un peu, ça a été d'abord des collègues qui sont devenus au fait notre nouveau cercle d'amis. En attendant de pouvoir aussi faire partir un groupe de prière. Où là, en fait, ça a été maintenant des frères en Christ qui sont devenus à nouveau notre cercle d'amis. Et on a essayé de rebâtir sur ça. Mais quand on part aussi en tant que croyant, un point important, ça va être de trouver une église. Ça, vraiment, je vous conseille. Parce que, en fait, nous, encore une fois, c'est bien d'avoir des personnes comme nous qui ont vécu des choses et qui ont fait des erreurs, parce que du coup, on peut vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Nous, l'erreur qu'on a eue, encore une fois, c'est avoir une idée en tête d'église, qui est notre église de rêve. Et puis, donc, on faisait un peu la quête de l'église parfaite. Donc, on allait dans telle église et on se disait, non, c'est trop créole. Excuse-les, ils sont chez eux. C'est normal que ce soit créole. En fait, c'était trop ou pas assez. Oui, c'était trop ou pas assez. Et puis, finalement, c'est ça que... trop métropolitain pour d'autres églises. On a pris l'idée, finalement, de faire partir un groupe de prière, mais à 23 ans, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut à ce moment-là de notre vie, quand on a déjà tout quitté et qu'on a voilà, c'est ça, on avait besoin d'ancrage. Et puis en plus, on avait recommencé un nouveau job. Moi, en plus de mon nouveau job, j'avais repris des études. Est-ce que c'était ça à ce moment-là qu'on devait faire? C'est ça le point. Donc, si c'est Dieu qui n'a pas encore parlé, eh bien, parce que on sait plus tard que dans notre histoire, en tout cas, on a fait partir 3 églises. Ouais, c'est ça, 3 églises. Mais à ce moment-là, bien précis, c'était pas ça que Dieu voulait. Exactement. Et rejoindre en fait une communauté de frères, c'était vraiment essentiel. C'est vraiment ce dont on avait besoin. Exactement. Et on a senti à un moment donné ce vide-là, fraternel, la communion fraternelle, le corps du Christ, prier avec les gens de manière continue, de manière hebdomadaire. C'est ça qu'on n'a pas eu en fait, cette continuité-là pendant notre séjour là en Martinique qui a duré 2 ans. Vraiment, on l'a senti parce que on a vécu en fait ce que après, quand on est devenu pasteur, quand on évangélisait dans les rues ou quoi, on a vécu la fameuse phrase de je prie à la maison. Et du coup, cette fameuse phrase de je prie à la maison, j'ai pas de communauté, j'ai pas d'église, mais c'est pas grave, je prie chez moi, tout ça. En fait, c'est hyper dangereux. C'est vraiment dangereux parce que nous, en tout cas, on l'a vécu très rapidement. Au début, tu dis je vais prier 20 minutes par jour, ça va. Puis les mois passent et tu dis, en fait, j'ai prié 20 minutes par semaine. Et puis tu te rends compte. Et en fait, après, on essayait d'organiser des temps de réunion aussi de prière, les dimanches matins, par exemple. Et puis, les dimanches matins, c'était on a vite cédé à la place de la réunion de prière à des invitations à visiter les plages. Il y avait tellement de plages en plus en Martinique. Exactement. Mais à la plage, c'est pas là que tu vas prier. Mais non. Et donc, finalement, très rapidement, de fait de ne pas avoir de communauté, en fait, tu finis par être, peut-être pas perdre la foi, mais en tout cas, tu t'isoles et puis finalement, tu perds la communauté, tu perds la force de l'Église. Et vraiment, nous, on l'a vécu. Pour toutes les personnes qui disent, oui, mais non, moi, je prie à la maison, je vous assure, nous, on l'a vécu. On n'a pas vraiment connaissance de cause. C'est vraiment dangereux de s'isoler et de ne pas avoir un ancrage, un pasteur, être redevable à quelqu'un, avoir des amis, un entourage chrétien. Donc très rapidement, tu finis par finalement ne plus avoir une vie de foi saine. Tu finis par prier de temps en temps et voilà. Donc réellement, ça c'est vraiment un conseil qu'on donne aux gens. Mais c'est genre la priorité.
quand vous arrivez quelque part, quand vous arrivez en tant qu'expat, trouvez-vous votre famille spirituelle. Et rapidement se déterminer à être fidèle là-dedans. Même si c'est pas parfait, même si ce sera pas exactement comme vous l'aviez imaginé, et ne pas comparer avec ce que vous avez laissé. Ah, mais moi, dans mon église, c'était comme ça en Europe. Ce sera pas la même chose. T'as changé de pays, les gens ont une autre mentalité. En fait, le point, c'est plus d'avoir une révélation sur le lieu, sur l'église que le Seigneur en fait nous donne, où on va pouvoir retrouver une famille. C'est sur révélation. Une révélation. Mais oui. Une fois qu'on a eu la révélation, on va s'y tenir, peu importe les imperfections. Voilà, les imperfections ou les différences. Oui. Parce que finalement, les imperfections sont plus des différences. Ouais. Et puis, de toute façon, le corps du Christ est en train de se parfaire. Donc, il y aura toujours des bonnes choses. Partout. Oui, c'est ça, à faire. Et probablement, notre présence, je pense que c'est toujours aussi un moyen de répondre justement à une imperfection là qu'on aurait soi-disant décelée. C'est par notre présence aussi. Donc, c'est d'abord la révélation qui va être la chose la plus importante, et ensuite on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice dans la maison de Dieu. Exactement. En tout cas, quand on décide de partir pour vivre dans un pays chaud, dans un pays au soleil, eh bien, le point, un des points essentiels, ça va être de retrouver une maison. C'est vraiment très important. Maison spirituelle. Et on parlait de ça tout à l'heure aussi. Une des choses importantes quand tu t'expatries comme ça au soleil, ou peu importe où, mais c'est de ne pas toujours vivre en mode comparaison, tu vois. Que ce soit bien sûr l'église, mais moi je crois aussi qu'en général, le danger quand tu t'expatries, c'est toujours comparer le mode alimentaire. Les prix. Toujours comparer les prix. Toujours comparer, mais là en Europe, ça coûte rien. Et je ne comprends pas pourquoi le Nutella, tu te rappelles surtout que Noémie, c'était une accro au Nutella. Ils sont toujours tous nos enfants accros au Nutella. Est-ce qu'on peut l'annoncer au monde entier? Mais donc, du coup... Noémie avait bien entamé la voie. Oui, c'est elle qui a donné le gène du Nutella. mais donc, du coup, c'est sûr que tu arrives là, c'est une île, c'est des produits qu'ils doivent importer. Forcément, c'est pas le même prix, mais tu peux pas, en fait, tout le temps... Alors, soit tu dis, je veux manger comme en Europe, tu sais que tu vas payer cher. Ou soit tu te dis, je vais manger aussi local. Tu dois commencer à comprendre, mais ils mangent quoi? Ok, c'est bon, je vais apprendre. En fait, il faut vraiment y aller dans un état d'esprit, je vais apprendre des choses. Exactement. Et nous, c'est ce que je pense qu'on a l'âge aussi, on était très jeunes. Ça fait que tu as un esprit comme ça. Mais vraiment, j'encourage, peu importe l'âge, à avoir cette mentalité de je viens découvrir. Je veux voir l'île, Nous, on faisait des randos, on marchait. Or que franchement, moi, je déteste marcher, mais vraiment là, on se disait ça vaut la peine parce que je marche vers un but. Il y avait des plages qui étaient accessibles qu'à pied. Oui, c'est ça, que via de randonnée. Il y a une grosse rando. Puis tu arrives sur une plage avec le sable tout noir. Tu dis, mais c'est quoi? T'as jamais vu ça ta vie. Et je pense que c'est ça la richesse. C'est que quand tu vas quelque part, reste pas entre expats. Ça, c'était des fois aussi, on avait des potes comme ça, des amis, mais ils avaient tendance à rester entre... Ils vivaient la France à l'île de Martinique. Franchement, ils restaient entre on appelait ça les métropolitains. Ils restaient entre métros. Non, va, fais-toi des coups. Toi, c'était le pire. Toi, tout le monde pensait que t'étais antillais ou martiniquais ou guadeloupéen. Du coup, toi, franchement, toi, tu parlais presque créole. C'est ça. Toi, c'était au-dessus de moi, là. Ouais, j'avais vu plusieurs mots, là. Et puis, le fait aussi d'avoir joué dans un club de football là-bas. Tu t'es intégré tellement vite. Intégré, c'est ça. Vraiment, même le mode, toi, tout, la nourriture. Toi, en fait, t'étais devenu... franchement, c'était facile pour toi. Tous tes amis étaient martiniquais, toute l'équipe de foot. Et ça, c'est vraiment important parce que du coup, tu vis vraiment ce que Dieu t'a demandé de vivre là-bas à fond. Tu vois. Et après, le jour où on a dû partir parce que on savait que c'était pas pour toujours, mais ça a été en fait, ok, on a vécu ce qu'on devait vivre là-bas, on a pris ce qu'on devait prendre. Il y a des erreurs qu'on fera plus. J'ai même pu avoir un master là-bas en droit. Exactement. Donc on repartait en Europe, on repartait avec un master en poche, avec une très grande expérience. On repartait avec plein de souvenirs, vraiment, et que du bonheur finalement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important quand on part comme ça et qu'on sait que c'est pour un petit temps, que c'est une expatriation qui va pas être pour toujours, parce que parfois aussi Dieu va t'appeler à t'établir, t'établir définitivement ailleurs. Mais nous, on le savait dès le départ, parce que le rêve que j'avais eu, c'était Joseph et Marie. C'était une période. Et c'est ça. Et c'est drôle parce qu'au moment où on a dû revenir, je sais pas si tu te rappelles, j'ai fait le même rêve, mais j'ai fait la suite. Le rêve, c'était quand je crois il y a un ange qui vient et qui dit à Marie et Joseph, ok, c'est maintenant, c'est le temps de repartir. C'est ça. Et on a vécu la même chose. En fait, Dieu nous a dit, ok, vous prenez l'enfant et vous repartiez. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ça. Exactement. Donc vraiment, vivre au soleil, c'est une super belle expérience. Toi, qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin? Qu'est-ce que tu dirais, ce qui t'a le plus marqué à la Martinique? Il y a déjà en fait le courage de partir, surtout quand on a
pas mal de choses déjà qui avaient été bâties dans un pays, le courage de partir sur une parole, sur un rêve aussi qui était pas forcément le mien, c'était le tien, c'est ça. Faire confiance, je pense que ça c'est quelque chose déjà c'est un fait marquant dans un départ. Et ensuite, vivre à la Martinique, je pense que ce qui a été marquant, je pense que c'est vraiment le cadre de vie. Ouais. Parce qu'en fait, chaque fois que tu paradis. regardes, chaque fois que tu ouvres les yeux, c'est une carte postale. C'est vrai, on n'a pas dit ça, mais franchement, il faut le dire, parce que cette île, c'est le paradis. Tu ouvres les yeux, à un moment, je ne sais pas si tu te rappelles, on était dans la mer et on se disait, j'espère qu'on ne va jamais s'habituer, parce que c'est tellement beau qu'il faut toujours être émerveillé. Et ça, tu t'émerveilles aussi de la création de Dieu. En tant que croyant, c'est vraiment important. Et puis quand tu as habité à Charleroi, c'est sûr. C'est merveilleux. C'est sûr, mais c'est ça. Donc c'est ça, c'est vraiment le mot de la fin, c'est de dire en fait, continuons à nous émerveiller. Puis quand on part comme ça, continuons à prendre ce qu'il y a à prendre. Amen. Et c'est ça. Donc, merci d'avoir été avec nous. On a vraiment été bénis de passer ce temps avec vous. On espère que vous avez pu sortir de ce podcast enrichi. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. On va continuer à parler de changement, de comment on fait pour vivre des changements. Et d'ici à la prochaine fois, vous vous rappelez de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes tous richement bénis.